Bonjour et bienvenue à tous. Ravi de vous accueillir ce soir pour notre webinaire sur comment optimiser vos méthodes de vente avec le disque. Ravi de vous accueillir. Petit test technique, j'espère que le son, que l'image fonctionne pour chacun d'entre vous. Vous avez un chat où vous pouvez signaler également tout problème, mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc, en tout cas, ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, pour me présenter, alors rapidement, Benjamin Biasi, je suis ingénieur d'affaires au sein de TTI Success Insight et on a décidé de vous parler de comment optimiser vos méthodes de vente avec le disque. Alors, pourquoi cette thématique? Parce qu'on constate qu'il y a un environnement et un monde de la vente qui évolue beaucoup. Derrière, on pourra justement, en parlant de constat, le mettre en lumière avec certaines statistiques. Avec ce qui ressort pour nous, c'est l'importance de plus en plus grande de la notion de perception et du rôle et de l'importance de la relation entre un vendeur et un acheteur. Et derrière aussi, vous donner quelques clés avec une partie pratique sur vous, comment vous pouvez identifier votre profil de vendeur, comment, si vous êtes manager de vente, vous pouvez identifier les profils de vendeurs au sein de vos équipes, et puis comment vous pouvez identifier aussi le comportement d'achat de vos prospects, de vos clients, pour pouvoir vous adapter à eux et être le plus impactant possible. Alors, pour débuter le webinaire sans plus attendre, je vous propose de se concentrer sur cette statistique. 72% des commerciaux contre 6% des clients. On parle de quoi? Déjà, qui parle de ça? C'est Steve Martin, consultant IBM, qui en 2017 sortait cette statistique. Et justement, 72% des commerciaux considèrent qu'ils ont influencé un acte d'achat quand seulement 6% des acheteurs vont le confirmer. Donc là, il y a un gap, vraiment, il y a une différence de perception entre le vendeur et l'acheteur sur la réalisation et sur l'influence dans l'acte d'achat. Donc pour vous, en tant que commerciaux, ou pour vos équipes de commerciaux, ça pose déjà question réellement sur leur impact dans le discours, dans leur technique de vente vis-à-vis d'un acheteur. C'est un élément qu'on aura l'occasion de reprendre en soulignant vraiment cette importance de l'interaction entre un vendeur et un acheteur. Mais avant ça, je vous propose de pouvoir se concentrer sur les étapes de la vente. Alors, quelles sont les étapes de la vente? Peut-être que pour bon nombre d'entre vous, ça sera un rappel. Donc, si je vais un petit peu vite, il n'y a pas de souci. Vous avez le chat pour justement poser des questions. On vous répond en direct comme justement Arnaud à la modération est en train de le préciser. Et puis, de toute façon, à l'issue du webinaire, il y aura un temps aussi vraiment alloué pour que vous puissiez nous poser vos questions et on vous répond avec grand plaisir. Donc, surtout, n'hésitez pas. En tout cas, sur les étapes de la vente. Les étapes de la vente, il y en a plusieurs. Déjà, avant même de débuter, je dirais, il y a une préparation en amont. Il faut identifier quelles sont les bonnes cibles vis-à-vis de vous, votre marché, bien comprendre quel est le marché, les cibles qui sont pertinentes vis-à-vis de vos offres de services ou des produits que vous allez proposer. Et puis derrière, il y a l'étape 1. L'étape 1, c'est la prise de contact. Là, pour vous, il y a un double objectif. Le premier, c'est de briser la glace. Donc, il est question de faire connaissance avec votre client, avec votre prospect, de vous présenter à lui, d'exposer vos enjeux, sachant que c'est un jalon de vente qui est assez court. Mais pour autant, qui va conditionner à 80% l'issue de la vente. Donc, il ne faut vraiment pas le négliger. Et c'est pourquoi il faut bien se préparer aussi en amont. Le deuxième objectif sur cette prise de contact, pour vous, c'est celui de faire une bonne première impression. Vous n'allez pas avoir deux fois l'occasion de faire cette bonne première impression. Donc, soyez vraiment vigilant dans la présentation, dans l'interaction, dans les premières secondes en fait, ou minutes que vous allez avoir avec votre client ou votre prospect. Sur la deuxième étape, c'est celle de recherche des besoins du client. Ici, l'objectif pour vous, c'est de recueillir un maximum d'informations pertinentes et adaptées vis-à-vis du client. Ce qui va vous permettre derrière, dans l'argumentation en étape 3, si cette étape 2, vous l'avez bien réalisée, d'avoir tout votre argumentaire, comme je disais juste avant, qui va être adapté vis-à-vis du contexte, vis-à-vis des besoins des clients, et donc de pouvoir justement avoir des techniques et un discours de vente qui va être adapté à ces enjeux pour pouvoir être le plus impactant. En étape 4, le traitement des objections. Sur le traitement des objections, là, il y a une autre statistique qui est intéressante. D'après Forbes Insight, 58% des acheteurs déclarent que les commerciaux ne sont pas capables de répondre efficacement à toutes les questions qui leur sont posées. Donc là, c'est pareil, ça pose question sur, clairement, vous, votre positionnement, sur l'offre, sur les services que vous proposez. Voilà, il ne faut pas répéter le même pitch, il faut être bien capable de s'adapter et de répondre aux différentes questions qui vous sont posées. Sur la cinquième étape, celle de négociation commerciale, gardez bien en tête qu'avant de négocier, il faut savoir déjà présenter le prix au client et le défendre. Et pour ça, un des prérequis, c'est de savoir pourquoi le prix il a été fixé à ce montant. C'est aussi avoir conscience que le prix, c'est qu'un élément parmi d'autres dans la relation commerciale et dans l'acte de négociation. Donc, il ne faut pas non plus
lui donner une importance trop importante. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est une étape de négociation qui va être faite de contrepartie, de concessions. Et pour vous, en tant que commercial ou pour vos équipes de commerciaux, il faut être capable de savoir juger où placer le curseur prix, malgré tout, pour que les deux parties soient satisfaites. Donc ça, c'est vraiment sur l'étape 5 ce qui nous paraît déterminant. Sur l'étape 6, c'est la conclusion de la vente. Partons du principe que votre argumentaire a convaincu le client, que le client a signé. Eh bien maintenant, il ne reste plus qu'un élément, c'est de conclure cette vente. Et donc là, ça nous amène à une 7e et dernière étape qui parfois est sous-estimée, voire oubliée de certains commerciaux, c'est celle de suivi client. Et là, dans le suivi, l'objectif, l'étape cruciale, c'est de faire durer une relation de confiance entre le client et vous. Et pour ça, on peut vous donner une astuce, une clé, un moyen mémotechnique, c'est la règle des 4 R. Il est question de rassurer, de remercier, de raccompagner et de revoir votre client. C'est ce qui va vous permettre de créer une relation sur le long terme avec eux. Et pour ça, il faut que votre client soit assuré qu'il a pris la bonne décision en choisissant votre produit ou votre service. C'est ce qui va lui permettre d'être satisfait et c'est ce qui va vous permettre de vous assurer sa fidélisation. Donc là, c'est sur l'ensemble des étapes. Et malgré tout, on peut faire un constat. C'est que malgré tous vos efforts, malgré le suivi rigoureux des différentes étapes du processus de vente, cette vente, elle échoue. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas forcément une première pour vous. Il y a une certaine récurrence en ça et ça nous amène à plusieurs constats. C'est qu'aujourd'hui, la situation de la vente, elle a évolué. Elle a évolué parce que les clients, ils sont mieux informés. Autre statistique, 78% des acheteurs déclarent s'informer en ligne avant de procéder à un achat. Aujourd'hui, les clients, ils sont de mieux en mieux informés, c'est ce que je vous disais. Ils vont prendre du temps avant de procéder à un achat, ils ne vont plus croire uniquement le discours commercial. Et c'est là où on revient sur la notion d'interaction qui est vraiment déterminante dans la relation entre un vendeur et un acheteur pour justement aller sur l'acte d'achat. Deuxième constat, c'est que certains vendeurs ont encore une orientation produit et non client. Derrière, il y a un manque d'intérêt qui est perçu par certains acheteurs des commerciaux vis-à-vis d'eux. Et là, une des critiques les plus répandues va concerner la communication, tout simplement, parce que les communications, enfin les conversations entre des vendeurs et des acheteurs, pour le coup, elles peuvent être complexes. Il y a des messages verbaux, il y a des messages non verbaux qui sont envoyés consciemment, mais aussi inconsciemment. Et donc là, on va reprocher parfois à certains commerciaux de parler tout le temps, de ne pas prendre le temps d'écouter le client. Et donc ça, c'est un vrai sujet où derrière, le commercial, il répète le même pitch à tout le monde sans forcément l'adapter. Et donc là, il y a un vrai enjeu parce que aujourd'hui, le commercial, on lui reproche de ne pas écouter son client, de ne pas comprendre ses enjeux et d'être incapable d'expliquer les avantages des produits qu'il propose ou des services qu'il propose, l'impact et les bénéfices qui vont être associés. Et puis, le troisième constat qu'on peut faire, c'est celui d'un comportement inadapté. Pour qu'une relation humaine, déjà, se développe, il faut une harmonie. Et donc, dans la relation commerciale, il faut une harmonie entre le vendeur et l'acheteur. Il y a certains comportements des commerciaux qui vont tellement irriter tout simplement les acheteurs que ceux-ci vont renoncer à l'acte d'achat. Une des critiques les plus répandues, ça va être les commerciaux qui sont trop insistants. Et donc ça va empêcher que la relation se développe de manière correcte et pérenne. L'acheteur aujourd'hui, ce qu'il recherche, c'est un commercial qui lui ressemble dans sa manière de communiquer, dans sa personnalité, dans son comportement. Et pour autant, ce n'est pas toujours le cas. Un client va rechercher finalement un produit ou un service de qualité, mais aussi, peut-être surtout, ça dépend des cas, un service à visage humain. Et que le commercial, pour bien s'entendre avec lui et pour créer des relations qui soient vraies, il lui propose aussi des solutions qui soient personnalisées, adaptées vis-à-vis de ses enjeux et de son contexte et de ses enjeux aussi bien sur du court, du moyen ou du long terme. Une des critiques, une des incompréhensions, c'est pas rare en tout cas d'entendre dire de par les acheteurs que les commerciaux sont trop arrogants, ils sont trop froids, ils ont un comportement qui est jugé trop amical. Et là, on est clairement dans la notion de perception à nouveau et de la différence de perception qu'il peut y avoir. Donc là, c'est vraiment, nous en tout cas, les constats qui ressortent par rapport justement à cette situation de la vente aujourd'hui. On aura l'occasion de rebondir. En tout cas, je vous invite à rebondir et de prendre en tout cas à la fin du webinaire un temps pour échanger sur le sujet. Ça sera avec plaisir.
Mais nous, ce sont les constats que nous faisons et ça permet de rebondir sur la notion de perception qu'on évoquait. On parle de quoi quand on parle de perception? On va parler de l'idée, de la compréhension plus ou moins nette de quelque chose, sachant que nous avons chacun notre vision, nous avons chacun notre perception et celle-ci peut être différente de la réalité. Alors là, on va prendre un exemple et je vous invite à participer en espérant ne pas avoir perdu du monde en fil de route et que vous êtes toujours bien présent. Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu, de manière très spontanée sur le chat, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Je ne donne pas d'indice, je ne donne pas moi mes avis, mais je vous invite vraiment à répondre et faire part de vous, de manière spontanée, qu'est-ce que vous voyez en premier? D'accord, Émeric, Rebecca, très bien. D'autres personnes peut-être? En tout cas, c'est intéressant. Voilà, typiquement, une femme et un nid d'oiseau. Bah voilà, en fait, il y a les différents éléments qui reviennent. Peut-être certains verront en priorité les oiseaux, d'autres verront vraiment le visage d'une femme avec les feuilles qui représentent le sourcil, les oiseaux le nez, et puis le contour du visage avec le tronc d'arbre. Donc voilà, on voit finalement pas la même chose en premier lieu. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas le monde comme il est, mais comme nous sommes. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une certaine richesse en termes de diversité, en termes d'échanges, mais ça peut aussi être source de conflit. On le voit d'ailleurs au travers de ces deux personnes, l'un qui voit un 6 et l'autre un 9, et on est sur une question d'angle et on va vraiment sur une notion de perception. Donc ça, ce sont des éléments intéressants par rapport à tout ça. Et maintenant, quand on parle de perception, ce qu'il faut voir derrière, c'est que chacun est unique. Et quand on parle du côté unique de chacun d'entre nous, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées justement à ça et au mode de fonctionnement de l'humain. Et je vous propose de rentrer maintenant dans l'univers du disque et de comprendre comment ce modèle a été construit. Déjà, merci à son créateur, c'est William Marston, qui était un psychologue dans les années 20, qui a décidé d'analyser finalement le mode de fonctionnement des individus pour identifier, faire ressortir des modes de fonctionnement majeurs et des styles comportementaux. Alors sur comment le modèle a été construit, je vous propose de regarder au travers de deux axes. Si on prend l'axe vertical, la perception qu'on a de l'environnement. Tout en haut, si on perçoit notre environnement comme hostile, ça va signifier qu'on ne l'accepte pas tel qu'il est. Si on perçoit notre environnement comme favorable, on l'accepte tel qu'il est. Alors, ce n'est pas forcément très concret pour vous, donc je vous propose un exemple. Par exemple, vous êtes à la gare. Vous êtes à la gare, il y a une annonce de la SNCF qui vous annonce que votre train aura 30 minutes de retard. Bon, vu le contexte récent des grèves, vous êtes presque chanceux, mais toujours est-il que si vous percevez votre environnement comme hostile, vous n'allez pas accepter cette annonce en l'état. Vous allez essayer de trouver une alternative, vous allez essayer d'agir sur cette annonce, par exemple en trouvant un bus, un taxi, en prenant un métro si vous êtes à Paris ou dans une grande ville. Voilà, c'est comme ça que vous allez essayer de réagir. Maintenant, si vous percevez votre environnement comme favorable, pas de souci pour vous, c'est l'occasion éventuellement de prendre un café en terrasse ou d'échanger avec les gens qui vous entourent. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair déjà pour vous sur cette notion de perception vis-à-vis de l'environnement. Et puis sur l'axe horizontal, comment je vais agir en fonction de mon environnement? Deux possibilités. Soit je considère que je suis plus fort que l'environnement. Dans ce cas-là, je vais être plutôt dans une posture d'action puis de réflexion. Ou à contrario, l'environnement est plus fort que moi. Et dans ce cas-là, je vais beaucoup plus avoir tendance à réfléchir avant d'agir. Ces deux axes ont permis de déterminer les 4 styles comportementaux dont je vous parlais un peu en introduction sur la constitution du modèle. Alors maintenant, je vous propose qu'on prenne un temps sur chacun des styles et puis que vous puissiez aussi, vous, peut-être vous reconnaître dans l'un d'entre eux, qu'on puisse échanger derrière sur le temps qu'on aura à la fin du webinaire et puis éventuellement sur vos vendeurs aussi d'identifier. Sur le premier, je perçois mon environnement comme hostile et en même temps, je suis plus fort que dans l'environnement. Donc ça veut dire que je vais être dans l'action avant d'être puis dans la réflexion. Je vais être dans la dominance. Dans la dominance, ça signifie que je suis un profil dynamique, orienté défi, challenge, qui n'a pas peur d'aller au conflit et qui aime même prendre des décisions. Donc là, je suis dans la dominance. Sur le deuxième style comportemental, je suis toujours plus fort que l'environnement, c'est-à-dire que je suis dans une posture d'action puis de réflexion, mais cette fois-ci, je perçois l'environnement comme favorable. Je vais être en réalité un profil dans l'influence, ce qui signifie que je vais être à l'aise pour me mettre en réseau, pour être dans le relationnel avec les autres. J'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin qu'on m'apprécie. Sur le troisième style comportemental, je perçois toujours mon environnement comme favorable, mais cette fois-ci, l'environnement est plus fort que moi. J'ai donc une tendance à réfléchir avant d'agir, donc je n'ai pas de raison de faire bouger les choses. Je vais être dans une posture de stabilité,
Je suis maître de mon temps et je vais avoir une facilité à me mettre dans une posture d'écoute et de soutien aux autres, sachant que j'ai besoin justement d'être utile aux autres. J'espère que c'est clair pour l'instant pour chacun d'entre vous. Et puis enfin, sur le quatrième et dernier style comportemental, l'environnement est toujours plus fort que moi, donc je réfléchis avant d'agir, mais cette fois-ci, dans un environnement que je perçois comme hostile, donc comme le profil dominance. Alors là, je vais être dans la conformité, c'est-à-dire que je vais avoir besoin de règles et de procédures, et c'est ce qui va me permettre de me protéger de l'hostilité de l'environnement, et c'est comme ça que je vais avancer. Là, en termes de caractéristiques, je suis un profil plutôt précis, rigoureux, analytique. Donc ça, ce sont vraiment les éléments qu'on peut avoir sur les 4 styles comportementaux. Et plus globalement, sur le modèle du disque, ça va permettre de répondre à certaines questions sur comment je réagis vis-à-vis d'une situation de défi, de challenge, sur l'influence, comment je vais réagir sur la notion de mise en relation et sur la notion de réseau. Sur la stabilité, c'est comment je vais réagir dans ma gestion du temps et dans la situation de changement. Et puis sur le quatrième et dernier style, dans la conformité, c'est comment je vais réagir vis-à-vis des règles et des procédures qui me sont imposées. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui ressortent. Maintenant, je vous demande d'être vigilant. L'objectif, c'est pas de mettre les gens dans des cases, hein, ni d'aller dans la caricature. On le verra par la suite. Nous sommes chacun composés des 4 dimensions, mais avec des sensibilités différentes. Donc pas la peine de mettre les gens dans des cases, ça fonctionne pas comme ça, et ça serait dangereux d'ailleurs. Donc là, c'est vraiment, en tout cas, sur le modèle du disque. Maintenant, je vous propose de reprendre et de se transposer dans l'environnement de la vente pour voir comment vous allez vendre en fonction de votre style comportemental. Une nouvelle fois, l'objectif, c'est pas d'aller dans la caricature, c'est simplement pour vous de comprendre votre mode de fonctionnement pour pouvoir établir aussi vis-à-vis des autres une communication qui va être efficace à titre individuel et à titre collectif. L'idée, c'est de vous donner des clés, c'est ce qu'on va voir maintenant d'un point de vue plus pratique, de compréhension de votre profil de vendeur ou des profils de vendeurs que vous pourriez avoir aussi au sein de vos équipes, ou de comment on peut accompagner tout simplement des vendeurs au sein d'une équipe, et d'identifier les comportements d'achat que vous avez en face de vous, de vos prospects, de vos clients, pour pouvoir vous adapter et être plus impactant. À ce sujet, sur des commerciaux, même si il y a une maîtrise de toutes les techniques de vente, il faut savoir que certaines situations vous mettront peut-être plus en inconfort. Et donc par rapport à ça, je vous propose tout simplement maintenant qu'on évoque les différents profils comportementaux. Sur le premier, sur un profil de vendeur qui est dans la dominance, les forces qu'il va avoir, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de challenge. Il recherche à collectionner les bons de commande et c'est quelqu'un qui va parvenir à accélérer vraiment un processus d'achat. Donc c'est quelqu'un qui est à l'aise dans des phases de prospection et de conclusion sur les deals. Maintenant, des limites dont il faut avoir conscience, c'est que c'est quelqu'un qui a parfois peu d'écoute du client et qui peut éprouver des difficultés dans la phase de suivi et de fidélisation du client. Donc si vous retrouvez dans ce profil ou si vous retrouvez le profil de certains de vos vendeurs, il faut bien garder en tête pour autant que ce sera une opportunité rêvée si vous écoutez votre client et si vous êtes dans le suivi, de vous différencier. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Maintenant, si vous êtes un vendeur I ou si vous avez des profils de vendeurs I dans vos équipes, en termes de force, ce sont des profils qui souhaitent se faire apprécier par leurs clients, par leurs prospects, qui sont prédisposés à établir un réseau, vu qu'ils sont assez à l'aise pour fédérer et être dans l'interaction. Puis derrière, ils ont un pouvoir d'influence et ils sont assez à l'aise pour convaincre les clients. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, les limites, c'est parfois des gens qui vont manquer de structure dans leur discours, ils peuvent se disperser dans leur discours, et ils peuvent aussi manquer de rigueur dans le suivi des clients. Là, pareil, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il serait dommage, après tous les efforts qui ont été consentis, de les gâcher pour un manque de suivi et peut-être de formalisation derrière, avec un peu de rigueur. Maintenant, si on prend le style d'un vendeur S, ses forces, c'est que lui, il est capable de développer des relations sur le long terme avec ses clients. On en parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a une posture d'écoute. Donc c'est très intéressant d'avoir cette posture d'écoute pour pouvoir s'adapter et proposer des solutions personnalisées à ses clients. C'est quelqu'un qui va partager aussi son expérience personnelle. Par exemple, de dire, voilà, sachez, monsieur le client, que moi aussi, j'ai essayé ce produit, j'ai essayé ce service et je peux vous en dire que du bien. En tout cas, je le recommande. Et ça peut avoir un impact à destination du prospect. Maintenant, les limites, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise dans une phase de prospection. S'il est à l'aise pour le suivi et la fidélisation, la prise de contact n'est pas forcément quelque chose qui va le mettre en confort. Et il peut aussi avoir une tendance à laisser trop de temps de réflexion lors de la conclusion. Donc à la différence, par exemple, du profil dans la dominance, il aura plus de mal vraiment à accélérer le processus d'achat à la fin. Sur le dernier profil, le vendeur C,
si vous êtes un vendeur C ou si vous en avez dans vos équipes, c'est quelqu'un, une de ses forces, c'est qu'il a une vision stratégique. Il sait vraiment analyser son marché, il sait analyser son offre, il sait comment se positionner. C'est quelqu'un qui, derrière, pareil, va faire preuve de structure dans son argumentaire. C'est quelqu'un qui est factuel et qui va être rigoureux, qui va être vraiment précis. On en parlait tout à l'heure sur les caractéristiques globales, mais si on transpose dans la vente, c'est quelqu'un qui sera rigoureux dans le suivi de ses indicateurs de vente. Donc ça, ce sont des éléments intéressants. Maintenant, des limites, comme chacun, c'est parfois quelqu'un qui manquera d'aisance relationnelle, qui peut avoir aussi des difficultés à faire des concessions vis-à-vis de ses clients. Donc là, une des solutions, c'est de bien avoir en tête les enjeux du client sur le long terme pour proposer des solutions avec une valeur ajoutée dans le temps. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi combler peut-être certaines limites ou en tout cas identifier les axes d'amélioration. Donc là, on vous a donné vraiment une vue sur les différents profils de vendeurs. Maintenant, le disque dans la vente. On en parlait tout à l'heure sur la constitution du modèle. Maintenant, concrètement, à quoi ressemble un profil et les graphiques disque de quelqu'un? Là, vous avez une vue sur un style naturel, un style adapté. Pour information, on passe 70% de notre temps dans un style naturel, donc c'est plutôt sur le sujet qu'il faut se concentrer. Maintenant, le style adapté, ça sous-entend qu'on peut, c'est pas une obligation, être amené à modifier son comportement en fonction d'une situation ou dans un but bien précis. C'est intéressant de toujours regarder si ça nous coûte de l'énergie et pourquoi et comment on fait pour repasser dans notre style naturel. Ça me permet de rebondir et de revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Vous avez une vue au travers du graphique disque sur le fait qu'on est bien composé, chacun d'entre nous, des 4 dimensions, mais avec des sensibilités différentes. Donc pas la peine de dire, voilà, vous avez un vendeur qui est complètement vert. Non, en fait, il a les 4 dimensions. Il peut peut-être, en fonction de sa flexibilité comportementale, les solliciter ou pas. Donc ça, c'est l'intérêt. Et le disque va vous servir à prendre conscience de vos ressources, mais aussi de vos limites, pour que vous puissiez gagner en efficacité dans le processus global de vente et savoir sur quelles étapes vous pouvez plutôt être en confort et sur lesquelles vous pouvez plutôt être en inconfort pour être vigilant. Donc ça, ce sont les éléments côté vraiment vendeur. Maintenant, une des promesses du webinaire en introduction, c'était, mais aussi, comment on fait pour identifier le comportement d'achat de nos prospects ou de nos clients. Je vous propose de maintenant faire la même chose en gardant bien en tête cette notion de perception, puisque relation vraiment très importante entre vendeur et acheteur. Donc vous connaissez votre mode de communication. La règle d'or, ça serait de se dire que vous allez traiter votre interlocuteur comme vous aimeriez être traité. Ce n'est pas ce qu'on va préconiser chez TTI. On va partir sur une règle de diamant. Pourquoi le diamant? Je vous invite à regarder le logo sur mon pull, vous comprendrez peut-être. Et dans la règle de diamant, c'est de traiter votre interlocuteur comme il a besoin d'être traité. C'est en personnalisant et c'est en vous adaptant à lui que vous allez être impactant. Alors, si on passe vraiment sur les comportements d'achat, pour maintenant s'intéresser à eux, si vous avez en face de vous un D, vous allez le reconnaître parce que dans sa prise de décision, il va être rapide. Dans ses caractéristiques, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui va être factuel. Il a un regard soutenu. Si vous parlez trop longtemps, vous allez voir qu'il peut faire preuve d'impatience. Si vous avez quelqu'un en face de vous avec une jambe qui commence à s'agiter, c'est peut-être qu'il faut que vous alliez à l'essentiel. C'est là où on vient sur les besoins relationnels. Et c'est aussi quelqu'un qui n'aimera pas forcément qu'on lui donne trop de conseils. Maintenant, sur le comportement d'achat d'un I, il a une prise de décision plutôt spontanée. C'est quelqu'un qui est optimiste, qui est enthousiaste, qui va avoir un regard amical, chaleureux, des gestes amples et une posture plutôt décontractée. Lui, son besoin, vous allez le reconnaître aussi, c'est celui de faire connaissance avec vous. Il a un besoin de parler de lui, il a un besoin de partager aussi et de parler de son entourage. Maintenant, sur le comportement d'achat d'un S, vous allez avoir quelqu'un qui est plutôt prudent dans ses caractéristiques. Il est calme, il est réfléchi, il est plutôt patient, il est fidèle. Pareil, si vous savez qu'il a un fournisseur qui est présent depuis 10 ans à ses côtés, c'est peut-être pas utile et pertinent d'essayer de le déloger. Il va plutôt falloir rechercher une complémentarité. Qu'est-ce que vous pouvez apporter en termes de valeur ajoutée en complément vraiment des fournisseurs existants. Sur un langage corporel, vous allez reconnaître aussi des mouvements irréguliers, peu de gestuels, des mouvements lents, une posture assez décontractée. Lui, son besoin relationnel, ça va être de pouvoir s'exprimer discrètement, qu'on ne le brusque pas, et puis aussi cette notion de garantie personnelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a besoin qu'on lui partage comme ça sur des garanties personnelles pour que lui, ça le rassure aussi. Maintenant, sur le dernier comportement d'achat, celui d'un C, c'est quelqu'un qui prendra des décisions de manière certaine. Il est organisé, il est objectif quand on parle du côté factuel et rigoureux. Son langage corporel, c'est un regard plutôt irrégulier, une attention rigoureuse avec une posture stricte, contrôlée. Son besoin relationnel va être celui d'obtenir des réponses factuelles et que vous souteniez ces réponses factuelles par une démarche scientifique derrière. Ça sera vraiment important pour lui.
Si je prends un exemple pour être encore plus peut-être, je dirais précis ou vous donner un exemple concret, vous pouvez savoir, par exemple, en fonction de l'acheteur que vous avez en face de vous, la manière que vous allez avoir de présenter le même produit ou le même service. Par exemple, si vous avez un acheteur D en face de vous, il faut le challenger, il faut lui dire que cette offre, elle est unique et qu'il ne l'aura pas deux fois. Il ne faut pas la laisser passer. Si vous avez un acheteur I, au contraire, lui, son besoin, c'est plutôt, même pas au contraire, c'est d'être reconnu. Et donc là, il faut lui dire qu'il a trouvé ou il va trouver le produit ou le service qui fera la différence pour lui et qui va lui permettre d'être reconnu par ses collaborateurs et peut-être de faire la différence aussi et d'être reconnu vis-à-vis de la concurrence. Si vous avez un acheteur S dans la stabilité, son besoin, c'est celui d'être utile. Il faut lui dire que le produit ou le service que vous lui proposez, il va servir tout le monde. C'est quelque chose qui sera vraiment utile à la communauté ou même lui à ses clients également. Derrière, si vous avez un profil d'acheteur C, son besoin, c'est celui d'être rassuré. Il va se poser la question sur est-ce que c'est le bon produit, est-ce que c'est la meilleure marque, est-ce qu'il y a mieux sur le marché. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que vous le rassuriez là-dessus, et en plus, le tout en soutenant avec des réponses factuelles et une démarche scientifique. Voilà, j'espère que déjà, ça vous donne peut-être un petit peu plus de visibilité sur concrètement ce qui est possible de faire en identification. Maintenant, l'intérêt du modèle disque, si on l'applique dans la vente, c'est que pour vous, ça va être un gain de temps pour comprendre le mode de fonctionnement humain. Déjà, vous, comprendre votre mode de fonctionnement, et puis aussi comprendre le mode de fonctionnement et les attentes, les besoins spécifiques de la personne en face de vous, pour pouvoir vous adapter. Et donc là, en guise de conclusion, il y a plusieurs éléments à faire ressortir. Le premier pour vous, c'est un enjeu, c'est votre capacité à comprendre le comportement naturel de votre client et de pouvoir vous adapter dans votre comportement et d'adapter votre communication. C'est comme ça que vous allez pouvoir choisir la bonne façon de raisonner, celle qui conviendra le mieux en réalité à l'esprit de votre prospect pour que le message soit bien perçu. Et en parlant de message bien perçu, il faut aussi adapter le ton qu'on va employer, la vitesse, le rythme, et pour que ça soit approprié et que le message soit bien perçu. Et puis le dernier point, sur un sujet de fond aussi, hein, c'est votre capacité à prendre conscience de vos propres ressources, mais aussi de vos propres limites, tout simplement, dans un processus de vente, dans votre posture de vente, pour que vous sachiez quels sont les clients dont le comportement naturel vous convient, que vous sachiez aussi gagner du temps et être conscient de vos forces, efficace aussi dans une routine de prospection, de négociation, en ayant conscience de tous ces éléments. Sachant que le disque, c'est intéressant, il ne faut pas partir dans la caricature, mais en même temps, ce n'est pas forcément suffisant en fonction des situations, puisque typiquement, il faudra s'intéresser aux motivations pour comprendre quels sont les critères d'achat, pour s'adapter sur le fond vis-à-vis de vos prospects et de vos clients et être plus impactant. Il faut aussi avoir conscience des notions d'intelligence émotionnelle, parce qu'on peut avoir tout à fait certaines compétences, mais si on est perturbé par une situation de stress, que notre discours n'est plus approprié, qu'on communique notre stress parce que c'est un gros enjeu vis-à-vis d'un client et que ça nous inhibe complètement, bah finalement, c'est un problème. C'est aussi savoir détecter l'état émotionnel de la personne en face de nous pour s'adapter et pouvoir faire en sorte que nos messages passent bien en s'adaptant à lui dans le biais émotionnel qu'on va employer. Donc il y a finalement beaucoup d'éléments qui peuvent faire la richesse de ce monde de la vente pour pouvoir mieux vous connaître et derrière connaître vos ressources, vos limites aussi, et les besoins de vos clients pour vous adapter à eux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Je vous remercie de votre attention pour ce webinaire. Ça a été un plaisir en tout cas de vous le présenter et d'exposer tous ces éléments. Vous avez nos coordonnées, notre site, si vous souhaitez plus d'informations, mes coordonnées aussi directes, si vous souhaitez tout simplement nous poser des questions, c'est avec grand plaisir. Et puis en parlant de poser des questions, vous avez toujours le chat pour pouvoir maintenant interagir avec nous avec grand plaisir. On est à votre écoute. Voilà, merci.